La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. BNA vous présente Médiatique. Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom. Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio Alger Chain 3. Je suis Reda Benassel en compagnie de Lamine Bey, derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission exceptionnelle avec en guise d'invité le professeur Sharaf Chabou, doyen des facultés des sciences de la Terre et d'architecture à STIF. Il est planétologue, spécialiste des météorites et des sciences lunaires. Face à lui, le professeur Reda Abdallah, qui lui est spécialiste en astroparticules, professeur à l'école des nanotechnologies de Sidi Abdallah et membre des consortiums GEM-ESO et KM3-NET. Et enfin, et non des moindres, le docteur Amani Besma Bouasla, qui est doctorante en astroparticules aussi, qui est co-autrice de la détection du neutrino par KM3-NET, publiée dans la prestigieuse revue Nature. Et tout ça, bien autre chose encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-du-6 Alger Chain 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Et vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Alger 3, Reda Benassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné comme toujours de l'inénarrable Lamine Bey derrière la vitre. C'est une émission exceptionnelle qu'on vous propose ce soir puisque nous avons le plaisir de recevoir la crème de la crème des sciences made in DZ, à commencer par le professeur Sharaf Chabou. Marhaba bik. Tout d'abord, je vous remercie bien sûr pour votre invitation. Et l'émission, il faut dire que je l'écoute pratiquement chaque jeudi. Ça c'est une belle réponse. Et donc ça me fait vraiment très plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour parler d'astrophysique, d'astronomie. Excellent, merci beaucoup d'être venu face à vous, à notre professeur. Je suis très heureux de provoquer cette rencontre, même si vous vous connaissez à travers vos publications respectives. Il s'agit du professeur Reda Abdallah. Marhaba bik. D'accord, donc je suis très heureux d'être là, de parler des astroparticules, une discipline qui n'est pas très très connue. Et face à vous, votre doctorante, le docteur Amani Besma Bouasla. Marhaba. Bonsoir et merci de m'avoir invité ici dans cette émission et je suis très ravie d'être ici. Alors très fraîchement docteur d'ailleurs. Exactement, oui. Félicitations. Merci, je vous remercie. Mabrouk. Allez, on va d'abord commencer par le professeur Chabou, mais évidemment, tout le monde peut participer à la conversation. Et on s'intéresse tout de suite donc avec vous au programme Artemis. C'est le grand retour de l'humanité vers la Lune. Plus de 50 ans après l'émission Apollo, l'objectif est désormais clair. C'est non seulement y retourner, professeur, mais cette fois s'y installer durablement et préparer les futures missions vers Mars. Alors concrètement, pour qu'on comprenne bien, la NASA et ses partenaires internationaux veulent en fait envoyer de nouveaux astronautes autour de la Lune, puis à sa surface, avec des missions qu'on peut qualifier de progressives. D'abord, sans équipage, puis habité, et l'idée n'est plus une simple visite, mais vraiment la construction d'une présence humaine durable avec des stations en orbite lunaire et des bases au sol. Ça laisse rêveur. Oui, donc comme vous venez de le dire, la mission Artemis. Bon, d'abord il faut le souligner, c'est-à-dire que le mois d'avril 2026, ça va être une date qui va être, je dirais, elle va rentrer dans l'histoire de l'exploration lunaire, puisque cette mission, depuis 54 ans, il n'y a pas eu de mission habitée vers la Lune. Donc la dernière mission, c'était Apollo 17 en 1972, et donc c'est vraiment le grand retour vers la Lune. Donc après, je dirais, cette absence qui a duré donc 54 ans.
Et comme vous venez aussi de le dire, cette mission, elle est, je dirais, un peu différente de la mission Apollo, des missions Apollo, puisque pour la mission Apollo, c'était vraiment donc d'abord, bien sûr, c'est le premier pas de l'homme sur la Lune, mais c'était aussi, je dirais, des missions où les astronautes donc revenaient sur Terre. Bon, ils sont revenus avec des échantillons lunaires qui ont été étudiés donc dans les laboratoires, mais pour Artemis, là, c'est vraiment des missions où les Américains veulent carrément, je dirais, construire d'abord une base sur la Lune. En fait, la base lunaire, elle est projetée plutôt dans le pôle sud de la Lune. Donc c'est là où pour permettre l'exploration de la face cachée qu'on peut pas faire à partir de la Terre. Oui, mais donc le but, c'est de construire une base lunaire. Et en fait, je dirais que cette mission vers la Lune n'est pas. Alors l'objectif après, c'est d'aller sur Mars. Voilà, c'est un petit peu. Et pour aller sur Mars, il faut, je dirais, les missions les missions sur la Lune, ça va préparer en fait les astronautes pour de futures missions sur la planète Mars. Donc on a eu il y a quelques jours, c'était la mission Artemis 2, c'était une mission autour de la Lune, donc c'était des astronautes, donc c'était autour de la Lune. Et ça, en fait, la dernière mission, c'était vraiment une mission pour vérifier en fait l'état d'abord d'Orion. C'est un petit peu le module lunaire, c'est le nouveau module lunaire. Donc c'est un petit peu de vérifier donc la sécurité, est-ce que ça marche bien, etc. Et ça prépare en fait pour la prochaine mission. Ça sera, je crois, Artemis 4 où on prévoit d'envoyer des hommes sur la Lune. Donc là, voilà. Donc, très bien. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler de terraformation, parlant de Mars? Est-ce que l'objectif est là? Alors certains scientifiques, vos confrères, parlent d'une habitation possible d'ici 2100. Bon, dans le cadre pour les missions à l'espace, on peut pas vraiment prévoir, parce que c'est un peu difficile de 2100. On ne sait pas encore, parce qu'il faut dire. Est-ce que ce serait faisable scientifiquement, selon nos connaissances actuelles? Faisable, peut-être, mais c'est pas encore sûr. Voilà, c'est pas encore sûr. D'où d'ailleurs, en fait, c'est le retour de l'homme sur la Lune. C'est un petit peu pour voir en fait la faisabilité. C'est la faisabilité d'une mission, en fait, d'une mission spatiale humaine vers Mars. Donc c'est un peu l'objectif du retour de l'homme sur la Lune, parce qu'en fait l'objectif d'Artemis maintenant, c'est carrément de construire une base lunaire. Donc c'est-à-dire les hommes maintenant sur la Lune, ils vont pas, ça sera pas des allers-retours, mais donc les hommes vont s'installer sur la Lune, à l'instar de la station internationale. Voilà. Et voir en fait l'avantage avec la Lune, c'est que donc c'est tout près, donc c'est à 4 jours de la Terre. Donc même s'il y a des problèmes, donc ça peut se résoudre rapidement. Et donc sur Mars, c'est pas possible, parce que d'abord le voyage vers Mars, ça dure 6 mois. Et donc s'il y a un problème à la surface de Mars, ça va être difficile de résoudre rapidement. On se souvient tous du film avec Matt Damon, évidemment, qui avait été coécrit avec la NASA, d'où la rigueur scientifique qui en découle. Et donc l'homme sur la Lune, c'est préparer l'homme sur Mars. C'est ça. C'est un peu le but du retour de l'homme sur la Lune. Très bien. La question que se sont posées tous les complotistes de la planète depuis un demi-siècle: pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps pour repartir sur la Lune? Bon, on a mis si longtemps parce que d'abord c'est d'abord quel est l'objectif en fait de retourner sur la Lune. C'est-à-dire que ça coûte tellement cher qu'il fallait évidemment une raison. On le sait tous, les missions Apollo, il faut le dire, c'est l'objectif premier, c'était la guerre froide. Donc c'était les Américains voulaient, je dirais, montrer leur suprématie par rapport à l'URSS. Il faut pas oublier que en matière d'exploration spatiale, la Russie avait dévancé les États-Unis. On peut citer
Spoutnik, le premier satellite, le premier homme dans l'espace, etc. Et même les premières missions lunaires non habitées, c'était la Russie, hein, c'était les missions Luna en 57, 58, 59. En fait, les premières, je dirais, missions américaines, c'était des échecs en fait. Hein, de 1957 jusqu'en 63, pratiquement toutes les missions spatiales américaines, c'était des échecs. Et donc, je dirais, l'envoi d'un homme sur la Lune pour les États-Unis, c'était vraiment un défi. Et c'était le président Kennedy en 1962 qui avait lancé en fait dans son discours, il avait annoncé donc l'envoi d'un homme sur la Lune. Et c'était donc le premier objectif, c'était en fait c'était de montrer, je dirais, la suprématie des États-Unis par rapport. Oui, bon, il faut le dire. Donc, je dirais que l'apothéose, c'était en 1969 avec Neil Armstrong c'était le premier homme qui a mis qui est arrivé sur la Lune. Et donc voilà. Bon, après la fin des missions Apollo, je dirais que les Américains, ils ont un peu délaissé la Lune, hein, donc ils ont délaissé la Lune parce qu'en fait, ça y est, ils avaient montré leur victoire sur l'URSS et donc après, s'ils ont mis du temps pour revenir sur la Lune, il n'y avait pas vraiment, je dirais, un objectif parce que comme vous l'avez dit, ça coûte vraiment très cher. Hein. Les missions Apollo, c'est des milliards de dollars et donc c'est-à-dire investir cet argent, il faut qu'il y ait vraiment un objectif clair. Donc il fallait attendre. En matière de minéralogie, ils avaient fait le tour, ils avaient compris comment ça fonctionnait. Déjà, ouais. Il n'y avait pas de quelque chose à exploiter sur place. Voilà, c'est ça. Donc les missions Apollo, en fait, ça a permis, hein, donc il faut le dire quand même d'un point de vue scientifique, c'est quand même des missions très importantes parce que ça nous a permis en fait ça a fait en fait une avancée considérable dans la compréhension de la géologie de la Lune parce qu'avant il y avait beaucoup de problèmes non résolus sur la Lune et les missions Apollo ont permis par exemple de rapporter sur Terre plus de 380 kilos d'échantillons lunaires qui ont été étudiés dans tous les grands laboratoires scientifiques au monde et ça a permis donc de résoudre beaucoup de problèmes, je dirais, scientifiques concernant la Lune. Voilà. Même question, mais pour Mars cette fois. Je pose la question aux planétologues que vous êtes. Ça vous laisse rêveur, la planète rouge ? Bien sûr. Bon, la planète rouge, c'est, je dirais, c'est vraiment, en fait, si dans le système solaire, hein, si on parle de planète du système solaire, c'est la planète Mars, c'est la planète qui ressemble le plus à la Terre. Oui. Même si il y a des différences, mais c'est si on veut par exemple si on veut trouver la probabilité en fait de trouver des formes de vie ailleurs que la Terre, c'est la planète Mars, hein, parce que aujourd'hui on sait par exemple que dans le passé de l'eau a coulé à la surface de Mars. On l'a vu avec l'érosion de certaines roches. Il y a des restes de fleuves, de rivières, de mers, etc. On sait donc que l'eau a coulé sur Mars et qui dit eau dit vie. Donc est-ce que dans le passé il y a eu en fait apparition de la vie sur Mars comme sur Terre? Bon, ça reste c'est en fait l'un des objectifs futurs des missions martiennes, c'est la découverte d'une forme de vie sur Mars par exemple. Et voilà, et donc la planète Mars, comme je l'ai dit, c'est vraiment une planète qui ressemble un peu à la Terre. C'est un environnement où je dirais l'homme peut subsister à la surface de Mars, contrairement aux autres planètes du système solaire. Qui sont absolument inhabitables, que ce soit Jupiter. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, professeur Atallah? Pour la planète Mars, tout à l'heure peut-être on va parler justement des astroparticules, des rayonnements. Et les rayonnements cosmiques, justement, peut-être c'est l'ennemi numéro 1 de l'astronaute. De l'astronaute. Alors, il faut dire que la planète Mars, elle a une atmosphère qui est pratiquement 1% de l'atmosphère terrestre, donc ça protège pas contre le rayonnement. Clairement. Elle a perdu son champ magnétique, donc d'où ma question sur la terraformation tout à l'heure. Il y a un grand défi à relever pour aller à Mars, justement, ce défi ce problème de rayonnement ionisant céleste. Il y a une dose. Quand on va sur la planète Mars, on reçoit en une journée ce qu'on reçoit en une année sur Terre. C'est-à-dire la dose, elle se mesure en millisieverts
pour nous, les gens ordinaires qui travaillent. C'est l'équivalent, si je dis pas de bêtises, d'une centaine de scanners. J'avais lu cette comparaison sur un papier. Donc, pour nous, sur Terre, on est protégé par l'atmosphère terrestre, on est protégé par le champ magnétique terrestre. Donc, on reçoit à peu près 1 millisievert par an. Pour un voyage à la planète Mars, c'est 1 millisievert par jour. Ah oui, carrément. Donc, c'est vraiment un défi à relever. Pour le voyage, donc ça va prendre le voyage peut-être 2 ans, 3 ans, c'est aller-retour, etc. Donc il y a plusieurs milliers de millisieverts, c'est le cancer assuré. Maintenant, il y a un autre problème pour. Je parle de point de vue, de mon point de vue. Oui, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Par exemple, on parle de faire des habitations sur la Lune. C'est certainement pas sur le sol, c'est certainement sous-sol. Parce qu'il n'y a pas de champ magnétique. Il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas d'atmosphère, etc. Il faut que ce soit des habitations sous-sol. Et en plus, il y a des explosions qui se passent au niveau du Soleil, des explosions extraordinaires. C'est plusieurs milliers de fois plus fortes que les bombes atomiques. Hein, et ça éjecte un plasma, des particules avec un champ magnétique, etc. Il faut construire des abris contre les éruptions solaires. Donc, et sous-sol. Je dirais pas sous terre parce que le terre n'est pas approprié. Sous le sous le sol lunaire. Donc voilà, d'un point de vue rayonnement, c'est un défi qu'ils doivent relever. Docteur Boas, la même question. Ça vous fait rêver, donc, l'exploration spatiale? Vous qui passez votre temps dans l'infiniment petit, est-ce que l'infiniment grand vous attire aussi? Oui, bien sûr, depuis que j'étais petite. D'ailleurs, une anecdote, je rêvais d'être astronaute. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je voudrais juste revenir sur, elle a parlé elle rêvait de devenir astronaute. Vous aussi, je suppose. Ça va être, d'ailleurs, on l'a appelée Artemis. Artemis, c'est en fait la déesse de la chasse et c'est la sœur d'Apollon. Parce qu'en fait, lors de la mission Artemis, on prévoit donc que la première femme sur la Lune. Bon, ça sera, c'est prévu en fait dans Artemis 4 qu'une femme va mettre après Neil Armstrong. Voilà, ça sera la première femme donc qui va atterrir sur la Lune. Voilà. Le symbole est très fort, effectivement. Voilà. En parlant c'est vrai que le problème là des particules, c'est un problème majeur à résoudre. Et là, il faudra peut-être parler aussi il faut dire qu'actuellement, il n'y a pas que les Américains qui visent la Lune, il y a aussi les Chinois. Bon, il y a les Chinois et d'après donc les prévisions, on dit que pour Artemis 3, ça sera en 2028, mais beaucoup de spécialistes n'y croient pas. Peut-être donc le prochain, c'est-à-dire les hommes sur la Lune, ça sera peut-être des Chinois. Ça sera peut-être des Chinois parce que la Chine. Alors ça s'appelle des taïkonautes. Des taïkonautes, voilà, des taïkonautes. Il faut dire que la Chine a aussi développé un programme lunaire depuis le début des années 2000 et c'est en fait aussi un programme par étape et elle en est actuellement à la 3e ou 4e étape. La prochaine étape des missions lunaires chinoises, c'est l'envoi donc de taïkonautes sur la Lune et c'est prévu en 2029 à l'occasion du 80e anniversaire de la naissance de la Chine et donc apparemment donc c'est-à-dire le prochain, je dirais. Il faut être à la hauteur du symbole. Le prochain alunissage, ça va être probablement le fait de Chinois. Et actuellement, en parlant de particules, les taïkonautes actuellement en Chine sont en train de s'entraîner. Alors ils s'entraînent où? Ils s'entraînent sous terre. Alors il y a des grottes sous terre où des taïkonautes sont en train de s'entraîner pour un petit peu. En mode de troglodyte. Voilà, c'est un petit peu en préparation de l'alunissage et aussi parce que les Chinois comme les Américains prévoient aussi de construire une base sur la Lune toujours dans la région du pôle sud lunaire aussi. Très bien. On revient sur Mars. Alors évidemment, on aurait bien voulu que toute cette course vers la planète rouge soit mue par des considérations scientifiques. On sait bien évidemment que ce n'est pas le cas, que c'est vraiment du capitalisme pur jus qui s'exprime. Ma question faussement naïve, c'est on y trouverait quoi? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'y aller? Qu'est-ce que ça nous apporterait
en tant qu'espèce? Bon, il y a d'abord le côté, il y a d'abord le côté scientifique. Hein, Est-ce qu'il y a du pétrole sur Mars? C'était le sens de ma question. Sur Mars, je pense pas. Bon, sur la Lune, c'est sûr qu'il y a pas de pétrole. On ne trouvera pas de pétrole. Sur Mars, je sais probablement pas aussi, parce que le pétrole, bon, c'est de la fossilisation. C'est la matière organique. Hein, c'est la ça. vie. Hein, il faut qu'il y ait le pétrole. Absolument. Sur Terre, c'est vraiment c'est le reste d'être vivant. Donc il faut qu'il y ait une planète vivante comme sur Terre pour trouver par exemple du pétrole. Par contre la matière minérale, bon, on peut trouver la matière. Mais en fait l'objectif premier, d'abord c'est un objectif scientifique, c'est pour en fait résoudre certains problèmes. Alors sur Mars par exemple, l'un des grands problèmes scientifiques actuellement, c'est l'origine de la vie par exemple sur Terre. Comment la vie est apparue sur Terre? Cette question on peut, c'est-à-dire on peut résoudre, peut-être les scientifiques peuvent résoudre, la réponse, peuvent trouver une réponse à cette question sur Mars, par exemple. Parce que, par exemple, l'un des premiers objectifs des missions martiennes futures, c'est de rechercher, d'éventuelles traces de vie sur Mars. Hein. Donc il y a des problèmes comme ça, des problèmes scientifiques à résoudre. Bon, il y a le problème de l'origine de la vie. Il y a aussi en étudiant, que ce soit la Lune ou Mars, c'est aussi de comprendre un petit peu, l'histoire de la Terre aussi, hein, parce que en faisant de la planétologie comparée, il y a des similitudes. Donc voilà. Donc et sur Terre, par exemple, le problème, c'est que les premiers, c'est-à-dire les premiers instants de la naissance des planètes, par exemple de la Terre, c'est les premiers, par exemple, 800 millions d'années d'histoire de la Terre sont pratiquement inconnus, hein, inconnus parce que en fait, sur Terre, on trouve pas de roches très anciennes. Bon, on sait que la Terre, c'est une planète qui est très active d'un point de vue géologique. La surface est remodelée en permanence, etc. Et donc, si vous voulez, les premiers milliards d'années de l'histoire de la Terre sont pratiquement inconnus, hein, parce qu'on n'a pas de vestiges de cette période. Par contre, si vous prenez la Lune, par exemple, quand on observe la Lune aujourd'hui, la Lune, c'est un objet d'un point de vue géologique qui est mort d'un point de vue géologique depuis 4 milliards d'années. C'est-à-dire, lorsqu'on observe la surface de la Lune, on est en train en fait d'observer la même surface qui existait il y a 4 milliards d'années. Donc si vous voulez, pour étudier par exemple l'histoire de la Terre, l'histoire de la Terre primitive, on fait de la planétologie comparée. Quand on étudie la Lune ou Mars aussi, donc on étudie en même temps, les événements qui se sont produits sur Terre à l'origine, donc au début. Merci beaucoup en tout cas de partager avec nous votre passion. Vous restez avec nous, on fait une courte pause et on passe donc de l'infiniment grand à l'infiniment petit. À tout de suite. La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. BNA vous présente Médiatique. Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom. Et vous êtes toujours à l'écoute de Médiatique sur Radio Algérie 3, émission exceptionnelle ce soir, vraiment, hein, vous savez que je n'ai pas le compliment facile, mais là pour le coup nous avons le professeur Sharaf Chabou, le professeur Reda Atallah et le docteur Amani Besma Bouasla. Nous allons nous intéresser tout de suite au projet KM3 Net, en vous posant à tous les deux une question simple, en apparence, complexe dans le traitement. Qu'est-ce qu'un neutrino? Allez, professeur, puis le docteur. Un neutrino, c'est une particule élémentaire. Elle n'entre pas dans la constitution de la matière telle qu'on la connaît. Elle n'est pas dans l'atome, en fait. Elle n'est pas dans l'atome. Elle est créée dans les réactions nucléaires. C'est une particule qui est prépondérante, donc on la trouve partout. Alors pour nous, au niveau de la Terre, il y a 3 origines. Il y a des neutrinos, même 4. Il y a des neutrinos qui proviennent du Soleil, c'est la partie dominante. Il y a des neutrinos qui sont fabriqués dans l'atmosphère terrestre, qu'on appelle neutrinos atmosphériques. Ils sont fabriqués dans la réaction nucléaire des rayons cosmiques primaires qui viennent de l'espace avec les noyaux de l'atmosphère, les noyaux d'air, oxygène. Donc friction, interaction. Interaction nucléaire au sens propre du terme, ça fabrique des neutrinos. Donc deuxième origine. Il y a des neutrinos qui viennent de la Terre, c'est les géoneutrinos, la radioactivité naturelle, donc tout ce qui existe dans les roches, etc., les radioisotopes naturels. Donc en se désintégrant, ils fabriquent des neutrinos.
Et la quatrième peut-être origine, c'est les neutrinos astrophysiques qui proviennent des astres, des AGN, etc. de certains Du laboratoire objets du professeur Chabot. qu'on voudrait identifier. Donc voilà les neutrinos. Donc c'est une particule élémentaire. Les particules élémentaires, c'est l'un des ça fait partie de la famille des leptons, c'est-à-dire les composants élémentaires de la matière. Les briques de la matière, il y a 6 quarks et 6 leptons. Donc le neutrino fait partie des leptons, la famille des leptons. En fait, il y en a 3. Il y a le neutrino électronique, associé à l'électron. Il y a le neutrino myonique, associé au grand frère de l'électron qu'on appelle muon. Et il y a le neutrino tauique, qui est associé à le grand frère de l'électron des muons qu'on appelle la particule tau. Alors, merci beaucoup de me faire réviser mes vieux cours d'atomistique quand j'étais encore en école d'ingénieur. Alors, ce qui est bien avec ce neutrino, c'est qu'il est vraiment discret et il ne laisse absolument aucune trace. D'ailleurs, sa découverte a été très tardive. Pratiquement. On l'appelle neutrino parce qu'il est neutre. Il a une masse pratiquement presque... Mais tout est dans le pratiquement, justement. Voilà. Donc il n'interagit pratiquement pas avec la matière parce qu'il ne subit pas la force nucléaire forte. Il ne subit que la force nucléaire faible, qui est appelée faible parce qu'elle est faible. Donc les neutrinos, ils peuvent traverser une planète sans s'arrêter. C'est ça. Par exemple, ma main à plat sur la table, elle est traversée par à peu près 60 000 milliards de neutrinos par seconde. Maintenant, si je calcule la moyenne d'interaction d'un neutrino avec un atome de l'être humain, c'est un neutrino sur une vie entière. Une vie entière, on a en moyenne une seule interaction où le neutrino frappe un atome d'une cellule, etc. Ben justement, quand il y a cette collision, c'est là où il y a émission de cette fameuse lumière bleue, et c'est là où on sait que il existe, il est là. Ce qu'on peut détecter, c'est les particules chargées. Les particules neutres sont indétectables. Elle a été prédite par Pauli parce que justement dans la radioactivité bêta, l'un des types de radioactivité naturelle, la radioactivité bêta, on voyait pas, il y avait un problème, c'est-à-dire en faisant la somme, on voyait que l'énergie ne se conservait pas. Parce que le neutrino ne laisse aucune trace. Et la quantité de mouvement ne se conservait pas, ça posait problème. Le grand savant, par exemple, Bohr, il a proposé de laisser tomber le principe de conservation de l'énergie. Et c'est Pauli qui a dit que non, probablement il y a une troisième particule qui qu'on n'a pas encore trouvée, qui est créée, qui est neutre, qui n'est pas détectée, et justement qui compense justement, elle prend ce qui reste de l'énergie. Et après la prédiction de Pauli, elle a été découverte auprès des réacteurs nucléaires dans les années 50. Ça s'appelle en fait la lumière Cherenkov. Alors comment on détecte le neutrino? Alors neutre, il ne laisse pas de traces dans les détecteurs. En interagissant avec, par exemple, pour KM3net, avec le milieu autour du détecteur. On va expliquer ce que c'est, amis auditeurs. Voilà, restez branchés. Et le neutrino interagit avec la matière, il va fabriquer soit un électron, un neutrino électronique crée un électron, et un neutrino myonique crée un muon. Le muon et l'électron sont chargés. Et les particules chargées sont détectables. Quand la vitesse des muons ou de l'électron dépasse la vitesse de la lumière dans le milieu, parce que c'est pas la même chose, il y a justement émission de ce rayonnement qu'on appelle le rayonnement Cherenkov. C'est à peu près bleu, UV, et on détecte justement les neutrinos grâce justement à ce rayonnement Cherenkov. Très bien, docteur, vous nous expliquez le projet dans KM3net, ce fameux télescope sous la mer. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Donc KM3net, d'où le nom Cubic Kilometer Neutrino Telescope, est un ensemble de détecteurs placés au fond de la mer Méditerranée. Donc il y a pour objectif justement de détecter les neutrinos. Alors pourquoi c'est sous la mer? Pourquoi spécialement? Justement, comme professeur Attal a expliqué, on ne détecte pas le neutrino d'une manière directe. Voilà, on détecte les particules chargées produites par l'interaction de ce neutrino avec le milieu. Et dans ce cas, c'est l'eau. Premièrement, l'eau, parce que c'est un milieu plus dense que l'atmosphère. C'est normal. Donc la probabilité d'interaction va augmenter dans ce cas.
Et la deuxième des choses, c'est la transparence de l'eau. Donc le rayonnement Cherenkov va apparaître d'une façon claire. Et troisièmement, l'abondance. Donc il faut préciser que pour détecter ces neutrinos-là, il faut construire des détecteurs de très grande envergure. Okay. Donc et l'eau, c'est le milieu adéquat parce que elle est là. Présente naturellement de quantité, avec de grandes quantités. Ça évite d'empiler les lentilles de télescope. Exactement. Voilà. Très bien. Et donc, parlez-moi maintenant de la découverte que vous avez faite, qui vous a valu les honneurs de la prestigieuse revue Nature. Voilà. Donc. Et la fierté de votre encadrant, bien évidemment. Exactement, parce que j'ai rejoint KM3net grâce à mon encadrant, bien sûr. Donc on a découvert un neutrino très très énergétique, donc d'une énergie de 220 bêta-électronvolts, ce qui est énorme pour une particule élémentaire. Il provient des confins de l'univers. Ah. Voilà, on n'a jamais détecté un neutrino de telle énergie. Comment vous l'expliquez, professeur? Pourquoi sa singularité par rapport à ce que vous observez, j'allais dire, au quotidien? En fait, il fait partie de la quatrième. J'ai parlé de solaire, atmosphérique, géoneutrino et astrophysique. Ce neutrino, il est astrophysique. Il est d'origine astrophysique, on est sûr, parce qu'il est venu à peu près horizontalement. On a éliminé le scénario solaire, atmosphérique, même galactique. Il est extragalactique, il provient... alors, ces neutrinos, c'est la signature... Est-ce qu'il a un visa? Il faut lui poser la question. C'est la signature de phénomènes violents qui se passent dans l'univers. Donc une étoile qui explose, une supernova quelque part. On n'est pas arrivé on n'est pas encore arrivé à corréler ce neutrino avec une source bien déterminée, par exemple un AGN, etc. Donc c'est en débat, il y a beaucoup de spéculations, mais on n'arrive pas à le corréler avec une AGN, par exemple, ou Starburst Galaxy, ou Gamma Ray Burst, etc. Donc on est en train de chercher l'origine. Donc ça, c'est un thème de recherche actuel. Mais un prix Nobel probable, je l'espère. Peut-être. Oui. C'est le premier neutrino, on l'attendait depuis des dizaines d'années, qui a cette énergie énorme. Donc les modèles, les théories, elles prévoyaient l'existence de ce genre de neutrino, mais on ne l'a jamais détecté. Les Américains avec Ice Cube, il a parlé de KM3net qui utilise l'eau comme élément du détecteur. Il y a les Américains qui utilisent la glace, Ice Cube. C'est aussi une expérience très connue. En Antarctique, ils utilisent la glace à 1500 mètres sous sol. Et depuis 20 ans, ils sont sur le terrain, ils n'ont pas pu détecter ce neutrino. Donc, par un heureux hasard, KM3net, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que KM3net, il est en cours de construction. C'est juste une partie, mais il est modulaire, c'est-à-dire, il n'y a que 20% de KM3net, en termes de nombre de détecteurs, etc. C'est juste 20%, mais quand même, on est arrivé à détecter ce neutrino. Alors, les images sont sur Internet, c'est une espèce de boule avec des miroirs et des câbles et tout. Je vous conseille de jeter un œil. Alors, question faussement naïve que je pose aux deux. Pourquoi c'est important pour nous? C'est important pour la recherche fondamentale, la compréhension de l'univers, ça c'est clair, net et précis. Mais pour monsieur tout le monde, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective pour les années, voire les décennies qui viennent? Alors, professeur, puis le docteur. L'avantage des neutrinos, c'est qu'il nous donne une image de l'intérieur. Comme il interagit faiblement avec la matière, donc les neutrinos, par exemple, prenons le cas des neutrinos qui proviennent de la Terre. Ils peuvent nous donner une radio de la Terre, parce qu'ils interagissent faiblement avec la matière. C'est pas comme les photons, la lumière. La lumière qui provient des étoiles, des astres, elle provient de la surface, pas de l'intérieur. Les neutrinos proviennent de l'intérieur. Ils peuvent nous donner une idée sur ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple, des AGN, des astres, etc. Donc il a un avantage, un grand avantage par rapport aux photons de la lumière, par exemple. Docteur. Voilà, donc vu que le neutrino est une particule qui n'est pas chargée, donc durant sa trajectoire dans la galaxie, elle n'est pas déviée par les différents champs magnétiques.
Donc, il reste pur, entre guillemets. Exactement. En principe, on peut remonter directement à la source qui a pu produire ces neutrinos. Donc, c'est un messager de l'univers. On a accès à des informations, justement, que les photons ou la lumière n'a pas pu nous dévoiler. Voilà. Elle a parlé de l'univers, je suis obligé de vous demander votre avis, professeur. Alors en fait, moi j'aimerais intervenir pour dire que bon, quand on fait de la science fondamentale, donc parfois les retombées ne sont pas, je dirais, directes, mais c'est-à-dire il faut s'attendre à des retombées peut-être dans le futur. Non, vous prêchez un convaincu. C'est juste que vous savez mieux que moi que la science en 2026, c'est beaucoup de financement, c'est beaucoup d'intérêt. Donc on fait rarement maintenant de la recherche pour de la recherche, à l'exception des scientifiques que vous êtes. Mais il faut continuer à faire ce qu'on appelle de la science fondamentale, parce que comme je viens de le dire, parce que les retombées, ça sera pour plus tard. Aujourd'hui, peut-être les neutrinos, peut-être qu'on arrivera un jour à, je sais pas, on parle aujourd'hui d'informatique quantique, peut-être qu'il y aura, on utilisera les neutrinos dans le futur, hein, mais il faut commencer, c'est-à-dire il faut faire de la science fondamentale. Par exemple, en parlant de la Lune, est-ce que les gens savent que l'ancêtre de la voiture électrique, c'est le rover lunaire d'Apollo en 1970, par exemple. Hein. Et voilà, donc parfois, quand on fait de la recherche fondamentale, il y a toujours des retombées indirectes. Si aujourd'hui, par exemple, on utilise la technologie d'aujourd'hui, je sais pas, Internet, etc., ça a commencé il y a 40 ans, 50 ans dans les missions spatiales, etc. Donc voilà. Donc la science fondamentale, peut-être parfois on voit pas les retombées directes maintenant, mais dans le futur, c'est à coup sûr, donc il y aura des retombées et pour l'humanité, voilà. Très bien. On va revenir sur l'Algérie. Une question un peu plus générale. Je sais que l'Algérie a été observatrice donc de ce projet KM3Net. Est-ce qu'on pourrait se situer et se placer davantage dans ce projet, vu qu'on a encore une fois des scientifiques de renom que vous êtes, qui maîtrisent le sujet et qui mériteraient d'être un peu plus highlightés, d'être bombardés de neutrinos peut-être. Voilà. Il faudrait participer à des collaborations internationales. C'est ça. Donc on a un petit problème en Algérie, c'est que en tant que membre observateur, on ne contribue pas financièrement à KM3Net. On a accès aux données, Amen a accès aux données, elle a travaillé avec les données KM3Net, etc. Mais dans le règlement intérieur de KM3Net, on peut être observateur quelques années, 3 années, on est resté 5 ans, mais ensuite il faut basculer vers full members, ce qui n'est pas le cas. C'est cher ? C'est pas cher. C'est pas cher. La quote-part. Pourquoi? Maintenant, on parle d'Artemis, par exemple. Je vais revenir à Artemis. Artemis 2, c'est 4 milliards de dollars. Mais c'est pas uniquement la NASA. C'est clair. Il y a le Canada, il y a donc on partage les coûts, on mutualise les compétences, etc. On fait de la bonne science en participant à plusieurs. Il y a plusieurs cultures, les scientifiques, différents backgrounds, etc. On arrive à faire des choses bien. Alors, les collaborations sont très importantes. Et cette culture de collaboration n'existe pas en Algérie. En fait, on a un problème de réglementation. Par exemple, les labos appartenant aux universités n'ont pas le droit à un compte de devise. Donc, on peut pas payer. Ça, j'ai jamais compris. Ça m'a toujours. On peut pas, par exemple, ces détecteurs sous la mer, il faut qu'il y ait une compagnie spécialisée qui va déployer les câbles, les détecteurs, etc. Ça n'existe pas en Algérie. Il faudrait les payer. Donc, et là, dans le cadre des lois actuelles, on peut pas les payer. Les centres de recherche, ils ont droit à un compte de devise, mais on a du mal à payer. Et en plus, il y a le facteur temps. Alors, par exemple, l'autre collaboration dans laquelle nous sommes impliqués, c'est GEM-USU. Alors, qu'est-ce que c'est, brièvement ? GEM-USU, c'est la construction d'un télescope qu'on va mettre à bord de l'ISS ou ce qui viendra après l'ISS, la Station spatiale internationale, qui va essayer de détecter des rayons cosmiques d'énergie extrême. USU, c'est énergie extreme, énergie space observatory, quelque chose comme ça. Okay. Donc, c'est des missions spatiales avec un planning très serré. Et le groupe algérien, donc je suis pas le seul, il y a le groupe, il y a plusieurs personnes, nous sommes une dizaine qui appartenons à GEM-USU. Pour acheter des photomultiplicateurs, ça nous a pris 8 mois. Et c'est une anecdote. Les
réelle. Anecdote Oui, réelle. Les photomultiplicateurs, le seul fabricant de photomultiplicateurs qualité spatiale, c'est-à-dire des photomultiplicateurs qui ne vont pas tomber en panne, c'est Hamamatsu à Tokyo. Et le bon de test, il faut les tester avant de les envoyer dans l'espace, c'est le laboratoire Riken à Tokyo, donc une distance de quelques kilomètres. C'était en principe question de quelques jours. Mais la législation algérienne ne permet pas. Il faudrait qu'ils rentrent ici, que ça passe par la douane, etc. Et qu'ils ressortent Qu'ils ressortent. Et ça a pris 8 mois pour acheter des photomultiplicateurs. Donc on n'arrive pas à suivre la cadence, tout simplement. Il faudrait changer. Il faut changer un petit peu la réglementation pour permettre aux Algériens de participer aux collaborations parce qu'elles sont très très intéressantes. Elles ont beaucoup d'avantages. La quote-part de KM3Net, pour revenir à votre question, oui. C'est à peu près, KM3Net dépense quelque chose comme 2 millions de dollars par an pour construire KM3Net, mais nous sommes à peu près 350 à 400 chercheurs. Donc ça revient à 7 000, 8 000 euros par chercheur par an. À l'échelle d'un État comme le nôtre, c'est infinitésimal. C'est pas beaucoup. Il y a pas. Quand on voit et les retombées et le prestige que ça peut nous apporter en tant que pays. Professeur. Oui. Donc je rejoins le professeur Atallah. C'est bon, vous êtes devenu ami. Oui. Donc pour dire que en Algérie, donc vous avez parlé d'Algérie, il faut qu'on aille vers les collaborations. Donc c'est très important. Bon, actuellement, par exemple, notre ministère, les directives de notre ministère, c'est un petit peu, c'est d'aller vers la visibilité de nos universités à l'étranger. Oui. Or la visibilité ne peut se réaliser qu'à travers ces collaborations. Alors pourquoi? Parce que à un certain moment, on nous encourageait à publier, mais publier c'est pas suffisant. Il faut c'est-à-dire il faut maintenant des publications de qualité. C'est-à-dire quand on dit publication de qualité, c'est Nature, c'est Science, etc. Et pour publier dans Nature ou Science, il faut dire que je sais pas, peut-être 70%, 80% des articles dans ces grandes revues, c'est des articles de collaboration. Vous trouvez toujours une vingtaine, trentaine d'auteurs. Donc c'est des collaborations qui peuvent aboutir à des découvertes, à des articles de haut niveau. Et donc on est obligé, donc on est condamné en fait à aller vers les collaborations pour pouvoir, hausser le niveau de nos universités. On parle souvent du lobbying diplomatique ou du lobbying dans le sport. On devrait aussi mettre le paquet dans le lobbying scientifique pour placer notre pays sur l'échiquier international. D'ailleurs, c'est une fierté d'avoir le docteur avec nous qui publie dans une revue aussi prestigieuse. Vous avez réussi à vous faire publier facilement. C'était très très difficile en fait. Donc il faut préciser que l'événement a été détecté il y a 2 ans. D'accord. Donc non, il y a 3 ans, en février 2023. Et pour faire donc l'analyse intensive des données a duré 2 ans. Donc on ne soumet pas l'article directement à Nature. On doit être vraiment sûr de. Ah ben clairement, que c'est une découverte, que c'est vraiment parce que c'est pas facile de dire que le neutrino que le signal qu'on a détecté provient d'un neutrino, parce qu'il peut provenir il y a qu'on appelle des rayons cosmiques qui vont interagir avec l'atmosphère et produire eux-mêmes des muons. Il faut être sûr de sa nature. Il faut être sûr de sa nature, que c'est vraiment un neutrino astrophysique. Ouais. Allez, il nous reste à peu près 3 minutes d'émission. Allez, les mots de la fin, 1 minute chacun. On commence par vous, professeur, puis le docteur, puis l'autre professeur. Le mot de la fin, c'est... J'aurais voulu que l'émission dure 2 heures de plus, j'avoue, c'est absolument passionnant. Le mot de la fin, en fait, notre souhait, c'est bien sûr de voir les grandes missions aboutir dans le futur. J'espère qu'on verra bientôt le retour de l'homme sur la Lune. Et un astronaute algérien, pourquoi pas. Vous-même. Voilà, pourquoi pas dans le futur aussi. Nous avons l'Algérie a quand même à son agence spatiale, l'agence spatiale algérienne. Et pourquoi. Et nous avons de grands astrophysiciens, l'agence spatiale européenne, à la NASA. Donc voilà. C'est bien de rêver. Donc j'espère que dans l'avenir, on aura peut-être, pourquoi pas, un programme lunaire algérien, et voilà, donc c'est... Franchement, en tout cas, notre pays le mérite. Oui, voilà, c'est ça. Docteur, le mot de la fin pour vous. Moi, je souhaite que l'histoire de l'Algérie avec KM3Net ne s'arrête pas ici, parce que ça serait dommage de s'arrêter ici.
Et pour $8,000. Franchement, s'il y a un riche mécène qui nous écoute et tout, voilà, c'est vraiment l'occasion. Exactement. Donc, il y a un retour sur investissement réel si l'Algérie rejoint KM3Net autant que membre permanent. Par exemple, notamment la formation de futurs ingénieurs, informaticiens, techniciens, data scientists, pas uniquement des physiciens ou des astrophysiciens. C'est-à-dire que les retombées sont transversales. Exactement. Donc voilà, acquérir une telle formation va aboutir à une avancée technologique pour le pays, moi je dirais. Très bien. Professeur, le mot de la fin est pour vous. Ok. Alors mon souhait, c'est qu'on règle ce problème de collaboration internationale, essayer de changer, rectifier la loi ou je ne sais pas. Il y a un problème bien sûr de contrôle. Ah mais clairement. Mais nous avons par exemple mon idée. Mais contrôle ne veut pas dire blocage non plus. Voilà, il ne faut pas que ce soit blocage et ne pas permettre aux labos de payer par exemple en devise des prestataires de services ou acheter du matériel étranger. Ça peut être réglé à travers la direction générale de la recherche. Pourquoi ne pas faire un service financier qui va s'occuper de ces choses-là? Donc, ça nous permet de nous concentrer sur notre travail. Et eux, avec toute la traçabilité du voilà, ils auront les prérogatives pour faire ça. Et ça serait vraiment dommage de ne pas, surtout quand on participe à KM3Net ou n'importe quelle collaboration. Donc c'est comme si on fait un petit bout de chemin, on débroussaille, etc. pour les étudiants, puis on s'arrête. Et bon. Et c'est frustrant. Et c'est frustrant. Et c'est aussi le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, dames, vraiment, d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. Merci beaucoup à Alamine B, toujours fidèle derrière la vitre. Quant à toi, qui m'écoute, c'est que je tutoie. Si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et des neutrinos. Et à jeudi prochain. La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. Médiatique vous a été présentée par BNA.